consacrée à la littérature s'ajoute eh bien, justement celle qui porte sur Annie Ernaux, qu'il continue aujourd'hui à côtoyer. Voilà pourquoi c'est une personne intéressante pour nous, parce qu'il a un lien aussi, je pense, d'amitié, d'une certaine amitié avec l'auteur. Et je voudrais justement souligner eh bien, 2 ouvrages de Pierre-Louis Faure. En 2017, Annie Ernaux, un engagement d'écriture, et en 2022, Annie Ernaux aux éditions de Lerne. Et donc voilà, donc, Pierre-Louis Faure va nous présenter ce regard sur le monde singulier, attaché aussi à cette écrivaine singulière. Merci beaucoup. C'est bon pour le micro parce que je ne suis pas très bon en micro. Je ne suis pas très bon non plus en espagnol, néanmoins je peux quand même vous dire buenos días. Et vous remercier toutes et tous d'être venus nombreux pour échanger autour d'Annie Ernaux. Je voudrais remercier toute la faculté des lettres et de philosophie de l'Université de Grenade et plus spécifiquement l'INA qui effectivement a tout orchestré il y a quelques mois. Et moi, je suis, à titre personnel, ravi d'être là ce matin pour échanger avec vous autour d'Annie Ernaux. Alors, comme le disait Lina, c'est un auteur que je connais et sur lequel je travaille depuis longtemps, depuis plus de 20 ans. J'ai commencé à travailler autour d'Annie Ernaux au début des années 2000. Donc, c'était un moment où Annie Ernaux était déjà très accueillie dans le monde académique, notamment anglo-saxon, un petit peu moins dans le monde académique français, puisque finalement sa place, pour reprendre un de ses titres, mais dans un autre sens, c'est vraiment fait à partir des années 2000. Il y a commencé à y avoir un tournant sur lequel je reviendrai tout à l'heure. Alors, puisque je parlais de la place, je voudrais commencer mon propos en revenant justement sur La Place, qui est un de ces ouvrages, à mon sens, les plus marquants. Alors même si je pourrais vous dire que tous ces ouvrages sont marquants, et on pourrait en discuter ensemble, La Place me semble être un ouvrage marquant parce qu'il va marquer une étape dans une carrière qui commence à se construire au début des années 70. La première publication d'Annie Ernaux, c'est Les Armoires vides en 1974, ensuite Ce qu'ils disent ou rien en 1977, et puis La femme gelée en 1981. Alors ces 3 premiers ouvrages ont ceci de particulier qu'ils s'ancrent dans le domaine de la fiction. Et qu'à partir de La Place, et c'est pour ça que je voulais commencer par La Place, à partir de La Place, Annie Ernaux va s'éloigner de la fiction. C'est ce qu'elle va dire elle-même en déclarant « La Place a inauguré une posture d'écriture en dehors de la fiction ». Le premier ouvrage, Les Armoires vides, le récit se déroule durant l'attente de l'avortement subi en 1964. L'héroïne du roman s'appelle Denise Le Sur et elle se remémore son enfance et son adolescence. Donc vous voyez que là, il y a un filtre fictionnel qui est assez évident, même si derrière, on le sait, c'est l'expérience même d'Annie Ernaux qui se met en place. Pareil pour Ceux qui disent ou rien, ou encore pareil pour La femme gelée, qui est l'expérience... qui retranscrit l'expérience d'une femme dans les années 60-70 avec toutes les difficultés de l'accomplissement personnel quand on a la famille à gérer, quand on a beaucoup de choses à faire qui font que la réalisation intellectuelle, la réalisation d'écriture aussi, puisque le désir d'écriture chez Annie Ernaux est très très ancien, a du mal à se mettre en place. Et donc la troisième héroïne, elle est anonyme, la deuxième, elle s'appelle Anne. Donc vous voyez que Annie, on commence à se rapprocher un petit peu, et puis ensuite une héroïne anonyme, on est dans la transition vers La Place. Donc La Place qui paraît en 1984, c'est la fin de la fiction, c'est l'abandon du roman. C'est pour ça que quand on dit que Annie Ernaux est une romancière, on va un peu vite en besogne, puisque elle-même ne se désignera pas ou ne se représentera pas en tant que romancière. C'est une écrivaine, mais ce n'est plus une romancière depuis 1984. Jusqu'en 1984,
c'était une romancière. À partir de 1984, le projet d'écriture change. Donc la première chose, c'est l'abandon de la fiction. La deuxième chose, c'est un changement d'écriture. Les premières œuvres, et je ne sais pas si vous avez pu regarder le discours du Nobel ou le lire, puisqu'il était disponible sur le site de l'Académie à Stockholm, elle revient justement sur ce changement d'écriture en disant que dans les premières œuvres, elle a une écriture qui est, je la cite, charriant la colère et la dérision, voire la grossièreté, qui m'est venue, une langue de l'excès, insurgée, souvent utilisée par les humiliés et les offensés. Alors là, évidemment, on va revenir sur cette question-là, sur la question des transfuges de classe, qui est au cœur de l'œuvre d'Annie Ernaux. Mais là, je me centre 2 secondes sur la question de la langue, le rapport à l'écriture, comment est-ce qu'on va manier la langue. Donc, deuxième changement avec La Place, c'est une écriture qui, d'une certaine façon, va être beaucoup plus apaisée, beaucoup plus simple, qui va être ce qu'elle va appeler elle-même une écriture plate. C'est la première citation que vous avez là, une écriture qui s'incarne dans une sorte d'ascèse. Aucune poésie du souvenir, pas de dérision jubilante. L'écriture plate me vient naturellement, celle-là même que j'utilisais en écrivant autrefois à mes parents pour leur dire les nouvelles essentielles. Donc le but d'Annie Ernaux à ce moment-là, c'est de demeurer fidèle au monde qui est décrit, sans le trahir de nouveau au moment d'une entreprise qui est une entreprise de réparation. Au tout début de La Place, il y a une épigraphe, et cette épigraphe, c'est une citation de Jean Genet, qui est un autre écrivain majeur du XXe siècle français, qui dit écrire. Alors je vous cite de mémoire puisque je ne l'ai pas renoté. En gros, l'idée c'est que écrire est la dernière solution quand on a trahi pour réparer. Voilà. Donc c'est cette idée-là qui est beaucoup mieux formulée, mais la formule m'échappe au moment où je vous parle. Mais voilà ce qui s'engage pour Annie Ernaux à travers cette écriture. Donc c'est une écriture, pour évoquer quelques traits stylistiques, qui va s'appuyer sur la multiplication des phrases nominales. C'est peut-être aussi pour ça que c'est une écriture qui est plus facile à saisir quand le français n'est pas la langue première. La Place, c'est une très bonne entrée, non seulement dans l'univers d'Annie Ernaux, mais également dans son écriture, parce que c'est une écriture qui va continuer à creuser ce rapport à l'écriture plate. Alors ensuite, on a un peu dit beaucoup de choses autour de l'écriture plate. Il y a eu beaucoup de confusion. L'idée, c'était pas d'être dans un manifeste, de dire voilà, je crée une nouvelle écriture. L'écriture plate, ça renvoyait aussi à beaucoup de choses, au point de vue critique. Ça faisait penser à l'écriture blanche, à l'écriture plate, à Roland Barthes, à Blanchot. Bon, mais c'était pas du tout l'enjeu. Là, c'était vraiment de montrer qu'on voulait une écriture, qu'elle voulait une écriture en rupture avec ce qu'elle va appeler la langue des dominants. C'est-à-dire ne pas écrire dans la belle langue, dans le beau français, écrire dans un français qui est correct, mais qui est au plus près des sentiments, sans les exacerber, sans rentrer dans le pathos, parce que c'est une écriture qui est de tout sauf du pathos, l'écriture d'Annie Ernaux. Et c'est ce qu'elle dit dans la deuxième citation, si vous voulez. « Je n'ai pas le droit de prendre d'abord le parti de l'art, ni chercher à faire quelque chose de passionnant ou d'émouvant. » Donc là, vous voyez qu'il y a une mise à l'écart très forte du pathos. Troisième citation que j'emprunte à L'écriture comme un couteau. Alors l'écriture comme un couteau, c'est passionnant. C'est un livre d'entretien avec un autre écrivain qui s'appelle Frédéric Yves Janet, et dans lequel Annie Ernaux va répondre à des questions que lui pose cet autre écrivain au sujet de son écriture, du fonctionnement de l'écriture, du projet d'écriture, des visées de son écriture, et ça permet aussi une entrée dans l'œuvre qui est très stimulante. Que dit-elle à Frédéric Yves Janet dans cet ouvrage ? Elle lui dit « La seule écriture que je sentais juste était celle d'une distance objectivante, sans affect exprimé, c'est ce que je disais tout à l'heure, sans aucune complicité avec le lecteur cultivé. Par et dans le choix de cette écriture, je crois que j'assume et dépasse la déchirure culturelle. » Toute l'histoire de La Place, c'est non seulement la perte de son père, mais c'est aussi ce que la perte de son père précipite en termes de représentation sociale.
L'histoire d'Annie Ernaux, vous le savez, on le dit souvent, c'est l'histoire d'une transfuge de classe. C'est quelqu'un qui va quitter un milieu simple et populaire pour aller dans un milieu bourgeois et cultivé, ou, comme elle va le dire à de multiples occasions, qui va quitter un milieu dominé pour aller dans un milieu dominant. Et c'est toute cette déchirure qu'elle explore dans son œuvre. En quoi elle a l'impression de trahir finalement le milieu dont elle est issue par le biais de cette ascension sociale. J'ai mis le terme « juste » en gras, parce que le terme « juste », c'est un terme qui revient très souvent chez Annie Ernaux, dans ses déclarations et même dans son écriture, par rapport à ce qu'elle vise dans ses récits, dans toute son entreprise scripturale. Elle cherche à être juste, c'est-à-dire à ne pas multiplier les filtres, mais à rester au plus près des choses. Et on va revenir dessus. Mais il y a deux choses qui intéressent Annie Ernaux. C'est être juste au point de vue littéraire et être juste également au point de vue politique. Donc il y a quelque chose qui est de l'ordre de la justesse pour la littérature et de la justice pour la question politique. C'est deux éléments qui sont très importants pour elle, et j'y reviendrai tout à l'heure. Le fait que son écriture aussi, d'une certaine façon, en tout cas c'est un prisme de lecture qu'on peut avoir, c'est une écriture qui est une écriture politique. On y reviendra un petit peu après. Je termine sur la place pour vous dire une troisième chose. La première chose, donc, c'était l'abandon de la fiction. La deuxième chose, c'était l'entrée dans un nouveau type d'écriture, ce qu'elle appelle l'écriture plate. Et la troisième chose, c'est un décentrement. Dans la place, la focalisation se fait autour de la figure de son père et non plus autour d'elle-même. Les trois premiers textes dont j'ai parlé tout à l'heure, qui étaient davantage dans un ancrage fictionnel, étaient centrés sur la figure de l'héroïne. Là, il y a un décentrement qui se met en place, c'est la figure de père qui vient au centre. Et pourquoi la figure du père ? Parce que ce n'est pas tant le père dans sa singularité qu'elle essaye de saisir, que le père dans les différentes places qu'il a occupées, d'où le titre. C'est vraiment les différentes places, et notamment les places sociales qui ont pu être les siennes. Donc vous voyez qu'elle s'éloigne en quelque sorte de ce qu'on pourrait appeler une écriture autobiographique. Alors, Annie Ernaux, les questions d'étiquette qu'on va placer sur l'écriture, ce n'est pas quelque chose qui l'intéresse beaucoup, même si ce sont des questions dont elle se saisit. Mais voilà, ce qu'elle essaye de faire, c'est de réaliser son projet. Nous, en revanche, en tant que littéraire, ça nous intéresse toujours, alors non pas de mettre des étiquettes sur les écrivains, mais d'avoir des repères. Et c'est elle-même qui va nous donner un repère en parlant d'une auto-socio-biographie. Je vous donne la citation. C'est un terme qu'on emploie très souvent à propos de l'écriture d'Annie Ernaux, donc auto-socio-biographie. Vous voyez qu'elle reprend le terme attendu, celui de l'autobiographie, celui qui a été travaillé par Philippe Lejeune au milieu des années 70, qui a été théorisé notamment par Philippe Lejeune. Mais elle le décentre un petit peu, et pour inscrire dedans la dimension sociale. Le classement, alors c'est un entretien, la première citation que je vous propose, elle est extraite d'un entretien avec Isabelle Charpentier, qui est une sociologue. Le classement dans l'autobiographie est beaucoup trop restreint. Dans la place, j'évoque la trajectoire sociale de mon père, non d'un personnage fictif. Donc vous voyez que voilà, ça réactive les choses dont je viens de parler, certes, mais justement parce que je m'attache aux différentes places qui ont été les siennes et non aux événements singuliers, particuliers de sa vie, je sors de l'autobiographie. Alors ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas mention des événements particuliers de la vie du père d'Annie Ernaux, il y a ça aussi, mais il n'y a pas que ça. Et c'est en ça que le projet se décale un petit peu et nous conduit vers quelque chose qui est aussi assez novateur à l'époque. Parce qu'aujourd'hui, 2023, mais là, on est en 1984. Donc ça remonte. Un certain nombre de personnes présentes n'étaient pas nées en 1984. Donc vous voyez que c'est cette histoire d'auto-sociobiographie, justement, a une histoire. On est dans quelque chose qui maintenant est de l'ordre de la durée. Et dans Une femme, qui est un livre qu'elle va publier après, en 1987, La place, c'est 1984, Une femme, c'est 1987, c'est le livre qu'elle va consacrer à sa mère, un petit peu comme elle l'avait fait pour son père, je vais y revenir tout à l'heure, mais elle dit quelque chose qui me semble intéressant justement
sur la référence générique. Ceci n'est pas... Et vous voyez, c'est une définition qui se fait par la négative. Elle va dire d'abord ce que ça n'est pas et après ce que ça peut être. Ceci n'est pas une biographie ni un roman, naturellement, peut-être quelque chose entre la littérature, la sociologie et l'histoire. Donc vous voyez, c'est ces trois pôles-là et qu'on va retrouver constamment dans l'écriture d'Annie Ernaux et tout au long de son œuvre. C'est cette sorte de triangulation, de triple tension qui se met en place. Alors, la place, je reviens un petit peu à la place. La place, elle évoque, c'est un livre que vous avez peut-être déjà lu, donc, qui part de la disparition de son père. Et l'œuvre d'Annie Ernaux, une autre des entrées possibles, c'est la question de la perte. C'est vraiment une écriture qui interroge la perte et qui va essayer justement de s'inscrire contre la perte. Je vous propose 2 citations. Alors, la première citation, elle est extraite d'un entretien que moi j'avais conduit avec elle il y a une vingtaine d'années, où elle, quand je lui posais la question sur l'histoire de la perte, elle disait « Longtemps, j'ai cru que le vide était la cause et le sens de l'écriture, de mon écriture, mais depuis 1 an ou 2, je pense que c'est plutôt la perte. Elle est le cœur, le noyau dur, la chose qui peut-être tient tous les fils des livres entre eux. » C'est une déclaration qui date du début des années 2000, mais c'est une déclaration qui serait tout aussi valable encore aujourd'hui. Donc il y a vraiment des préoccupations qui s'installent sur un temps très long et qui sont les moteurs de l'œuvre. Et on retrouve... alors, parce que la perte, c'est évidemment la perte des parents, mais c'est également la perte sociale, la perte familiale, la perte amoureuse. Voilà, ce sont toutes ces pertes-là qu'elle va interroger. Et dans Les Années, qui est un livre paru en 2008, elle écrit, à la toute fin, « Sauver quelque chose du temps où l'on ne sera plus jamais ». Cette phrase, elle est magnifique, par ce qu'elle engage, par le projet qu'elle évoque, et puis par le rapport au temps qu'elle nous propose. Toute l'œuvre d'Annie Ernaux, c'est aussi une œuvre qui parle du temps et de la mémoire. Elle ne cesse d'interroger le temps et sa mémoire. Et c'est quelque chose qu'on va retrouver dans toutes ses œuvres. Alors Les Années, puisque je parle des années, j'en profite pour vous parler rapidement des années, c'est une nouvelle variante dans l'écriture autobiographique impersonnelle, voire transpersonnelle d'Annie Ernaux. J'ai une diapositive, voilà. Donc je vous ai mis quelques traductions, dont celle espagnole. Alors qu'est-ce que c'est que Les Années ? C'est une sorte de grande fresque socio-historique qui va parcourir la vie d'un sujet féminin. Et je dis à propos un sujet féminin parce que, évidemment, en arrière-plan, c'est la vie d'Annie Ernaux. Mais ce qui est donné à voir, ce n'est pas la vie d'Annie Ernaux, c'est la vie d'une femme dans le siècle. Et elle va se saisir de, on pourrait dire, l'ère du temps, de tout ce qui fait la vie au fur et à mesure des années qui vont constituer le XXe siècle, puisque, grosso modo, l'époque de référence, c'est depuis les années 40, même si elle évoque aussi un petit peu le tout début du siècle, mais c'est des années 40 jusqu'au début des années 2000. Bon, le livre paraît en 2008, voilà, donc ça explique pourquoi ça va à peu près jusqu'au début des années 2000. Et c'est un livre qui est un livre incroyable parce que c'est une autobiographie, mais une autobiographie impersonnelle. Donc ça peut être un petit peu déconcertant, hein, puisqu'il n'y a pas réellement de héros, il n'y a pas réellement de fil romanesque, il n'y a pas réellement de tension narrative. Et pourtant, c'est un livre qui vous emporte. Et c'est un livre qui vous emporte aussi par les choix d'écriture qui sont faits. Annie Ernaux, c'est quelqu'un qui est tout le temps en train de réfléchir à la façon dont elle va écrire, dont elle va faire les choses. Il y a un petit livre qui s'appelle « L'Atelier Noir », qui est son cahier d'écriture. Elle a différents cahiers, elle a des cahiers d'écriture personnels, des journaux intimes personnels, qu'elle publie parfois à l'occasion, j'y reviendrai. Et puis elle a aussi ce journal d'écriture, dans lequel elle note toutes les questions qu'elle se pose. Est-ce que je vais écrire à la première personne ? Est-ce que je vais écrire à la troisième personne ? Les années, dans ce cahier-là, on voit
comment elle se pose la question du choix des pronoms. Et elle va choisir le « on » et le « nous ». Donc, première personne du pluriel, troisième personne du singulier, le pronom personnel indéfini qui peut nous embarquer, qui peut nous convoquer, même si on n'a pas vécu forcément à l'époque dont elle parle, et ce qui en fait finalement une sorte d'expérience formelle assez incroyable et collective. Et le mot collectif, c'est un mot qui est un mot-clé aussi pour Annie Ernaux. Lors de la déclaration, lors de la remise du Nobel, elle a dit, je l'ai noté quelque part parce que je voulais vous en reparler, que le Nobel était une victoire collective. Collective, vous voyez, c'est toujours ce dépassement de soi pour aller vers... Alors, c'est autre chose encore que l'universalité, c'est le collectif. Elle avait dit « J'en partage la fierté avec celles et ceux qui, d'une façon ou d'une autre, souhaitent plus de liberté, d'égalité et de dignité pour tous les humains, quel que soit leur sexe et leur genre, leur peau et leur culture. » Alors, je reviens à ce que j'avais prévu de vous dire, puisque je vois que le temps avance. Au niveau de sa carrière internationale, les années, c'est une œuvre très importante, parce que elle va être notamment, elle va être finaliste pour un grand prix qui est le Man Booker Prize pour la traduction. Donc ça va donner beaucoup d'écho à cela. Alors même si la traduction n'obtiendra pas le prix, ça va beaucoup participer à la renommée. Et puis la même année, il y a un certain nombre de grandes récompenses qui arrivent pour Annie Ernaux, avant le Nobel. Donc, le prix Gregor von Retzori pour la traduction de Une femme, le Warwick Prize for Women in Translation pour la traduction anglaise des années, le prix de l'Académie de Berlin, et puis un prix espagnol, le prix Formentor, qu'elle a obtenu donc en 2019. Donc là, je vous ai mis en haut à gauche l'Académie de Berlin, et puis en bas à droite, le prix Formentor, à l'occasion duquel, d'ailleurs, elle a fait elle a préparé un discours qui est très intéressant, et je pense qu'il doit être disponible sur le site du prix, dans lequel, justement, elle revient sur ses choix d'écriture. En ce qui me concerne, pour rester avec vous, et on va quitter Majorque pour revenir à Grenade, et je reviens à Laplace. Laplace, je vous ai dit que ça prenait ses origines dans la disparition de son père. D'une certaine manière, on peut dire que c'est une œuvre de deuil, et ça nous renvoie à la question de la perte de nouveau. Mais le vrai livre de deuil, ça va être donc celui qui paraît en 1987, qui s'appelle Une femme. Et je vous ai mis à côté « Je ne suis pas sortie de ma nuit », parce que « Je ne suis pas sortie de ma nuit », c'est le journal qu'elle a tenu pendant la maladie de sa mère et qui rentre en écho avec Une femme. Alors, les deux sont quasiment de la même époque d'écriture, 1987, mais « Je ne suis pas sortie de ma nuit » va sortir 10 ans plus tard. Ça va sortir en 1997. Il y a deux fois où Annie Ernaux va faire proposer un petit peu le journal, alors qui n'est pas le journal sur lequel elle s'appuie pour écrire son récit, mais qui est un journal dans lequel forcément on trouve des échos, des bribes de phrases ou des pensées. Il y a des choses qui restent et qui s'inscrivent sur la durée. Elle le fait là pour Une femme, et puis elle le fera également pour Passion simple, qui paraît un petit peu après en 1992. Une femme, c'est un peu la même structure que Laplace, qui était l'œuvre dont je parlais au début. Dans les deux œuvres, Annie Ernaux va retracer l'existence de ses parents, tisser les fils d'une histoire complexe, qui, si elle est la sienne, résonne avec celle des autres, par le biais de ce qu'on appelle, ou de ce qu'elle appelle, un jeu transpersonnel. Alors, c'est aussi un élément très important par rapport à Annie Ernaux. Plutôt que de gloser et de mal dire ce qu'elle dit très bien, je vous propose de regarder la citation. « Le jeu que j'utilise me semble une forme impersonnelle, à peine sexuée, quelquefois même plus une personne de l'autre qu'une parole de moi, une forme transpersonnelle en somme, donc qui passe par elle, mais qui la dépasse et qui vient justement nous saisir et nous convoquer. Il ne constitue pas un moyen de me construire une identité à travers un texte. » Donc vous voyez aussi l'écart par rapport aux représentations classiques de l'autobiographie. On va interroger son identité. Donc, non pas me construire une identité à travers un texte m'auto-fictionné, mais saisir dans mon expérience les signes d'une réalité familiale, sociale
ou passionnelle. Et là, on est vraiment dans ces travaux qui sont à la frontière avec la sociologie. Hein. Donc, on est dans l'auto-socio-biographie, comme on le disait tout à l'heure. Dans le discours du Nobel, elle revient là-dessus. Alors, ce qui est très bien, hein, c'est que je vous engage vraiment à lire ce discours du Nobel parce que, de façon synthétique, elle précipite un grand nombre de ces problématiques d'écriture dedans. Elle va reparler de ce jeu transpersonnel en disant que c'est une forme exploratoire. Il y a cette idée chez Annie Ernaux de l'écriture comme un laboratoire. On va essayer, on mène des expériences autour de la mémoire, autour des représentations familiales, amoureuses, sociales. On tente des choses et on les réussit, visiblement. Donc elle en parle comme d'une forme exploratoire ou une forme transparente. Alors, aussi bien dans La Place que dans Une femme, alors là, pour que mon propos soit un petit peu incarné, je vous ai mis 2 photographies. Une photographie d'Annie Ernaux avec son père, hein, juste à côté de La Place, une photographie de Annie Ernaux avec sa mère, à droite. Bon, vous savez qu'elle est normande, je ne vous l'ai pas rappelé, mais elle est d'origine normande. Et là, vous avez par excellence la maison à colombage qu'on retrouve beaucoup dans le paysage de Haute-Normandie, mais également de Basse-Normandie. Dans ces 2 œuvres-là, il y a donc le père, la mère, il y a la présence d'une autre personne de sa famille qui est là, un petit peu en arrière-plan, sans être vraiment mobilisée, c'est sa sœur. Annie Ernaux a eu une sœur qui est décédée avant sa naissance. Et ça a été un grand drame, évidemment, pour ses parents. Et pendant longtemps, il y a eu un secret, mal gardé, hein, comme souvent les secrets, autour de cette sœur. Et Annie Ernaux, finalement, n'a appris qu'assez tardivement, elle avait une petite dizaine d'années, l'existence de cette sœur, mais dont elle savait déjà qu'elle avait existé par des références, des choses qu'ont pu dire ses parents. Et cette sœur, c'est celle qu'on va retrouver dans L'autre fille. Alors, quand j'ai préparé mon PowerPoint, vous avez vu, je n'ai trouvé, pour faire mes illustrations, à chaque fois, sur tous les livres, il y a toujours le bandeau Prix Nobel de littérature 2022, au cas où ça nous est échappé. Donc, voilà, on le rappelle, mais voilà, tous les sites marchands ont bien actualisé les grands événements d'il y a quelques mois. Bref, L'autre fille, c'est un livre qui va paraître en 2011. Donc vous voyez qu'on attend longtemps. Hein. Annie Ernaux, elle commence à écrire en 1974 et elle va parler de son père en 1984, de sa mère en 1987 et la sœur 2011. Donc il y a du temps qui se passe et elle le fait à l'occasion d'une commande. Alors Annie Ernaux, elle est éditée chez Gallimard et parfois il y a quelques œuvres qui ne sont pas éditées chez Gallimard. C'est le cas de celle-ci qui est parue aux éditions Nil dans une collection qui s'appelle Les Affranchis. C'est une éditrice, une jeune éditrice à l'époque. Je dis à l'époque parce que c'était il y a 10 ans, mais elle est toujours aussi jeune, on va dire, qui vient solliciter Annie Ernaux et qui lui dit, voilà, moi je lance une collection dans laquelle je demande à des écrivains connus d'écrire une lettre à la lettre qu'ils n'ont jamais écrite. Et Annie Ernaux trouve l'idée intéressante. Elle aime bien cette contrainte qui lui est proposée et elle se dit, je vais écrire à ma sœur que je n'ai pas connue. Et donc, l'autre fille, c'est cette grande lettre qu'elle va adresser à sa sœur, qu'elle tutoie. Elle s'adresse indirectement à elle, elle ne l'évoque pas à la troisième personne. Donc, il y a quelque chose qui force un petit peu l'existence de cette absente, qui vise à la présentifier. Donc ça interroge toutes les questions de fiction, de deuil, de rapport au monde. Voilà, un petit peu tous les fils que j'ai déjà commencé à tirer. Et le titre, L'autre fille, c'est pas du tout comme on peut le penser sa sœur disparue avant sa naissance, qui s'appelait Ginette en l'occurrence. C'est elle. Elle se considère elle-même, Annie Ernaux, comme étant l'autre fille. C'est pas sa sœur, l'autre fille, c'est elle. Et elle commence le livre par la description d'une photographie. Les photographies sont vraiment un outil d'écriture très important chez Annie Ernaux. Il y en a quasiment dans toutes les œuvres, je vais y revenir. Elle commence par la description d'une photographie. Vous voyez, je ne la lis pas parce qu'on n'a pas trop le temps. Et à la fin, elle dit « Quand j'étais petite, je croyais, on avait dû me le dire,
que c'était moi, ce n'est pas moi, c'est toi. Voilà. Donc il y a tout ce jeu entre la présence et l'absence, la similarité et la dissimilarité, qui pose aussi la question pour Annie Ernaux pendant un certain temps de l'enfant de remplacement. Pour reprendre des catégories psychanalytiques dont Annie Ernaux se méfie beaucoup. Par ailleurs, c'est pas du tout un écrivain qui... alors, c'est un écrivain très cultivé, qui connaît beaucoup de choses des sciences humaines, mais l'entrée par la psychanalyse ou par la psychologie n'est pas une entrée réellement efficiente pour elle. Comme vous l'avez bien compris, c'est quelqu'un qui préfère l'entrée par la sociologie. C'est davantage un de ses prismes. Donc tout au long de ce livre, elle explore finalement sa relation possible, impossible à cette sœur disparue avant même sa naissance. Et donc on commence par une photographie. Et la photographie, comme je vous le disais, c'est très important. Alors, on la retrouve chez Annie Ernaux, la photographie, de deux façons différentes. On la retrouve in absentia et in presentia. In absentia, donc absente, mais décrite. Je vous ai mis un ensemble de titres, la place, une femme, la honte, l'événement, les années, l'autre fille, mémoire de fille. Voilà, beaucoup de textes qui s'appuient sur des descriptions de photographies qui lui servent également à interroger le temps qui passe, ce qui a été aussi, le ça a été de Roland Barthes, d'une certaine façon. Et puis en présence, comme c'est le cas par exemple dans Écrire la vie. Écrire la vie, c'est un ouvrage qui paraît en 2011, la même année que L'autre fille, qui rassemble plusieurs textes d'Annie Ernaux, parmi les plus connus, et qu'elle fait commencer par ce qu'elle va appeler un photojournal. C'est une sorte de collage, de composition dans lequel elle met des photographies personnelles et des extraits de ses journaux, plutôt ses journaux intimes que ses journaux d'écriture, mais un petit peu les deux. Et il y a tout un jeu de résonance qui est intéressant à observer et à examiner entre les deux. Donc là, c'est la présence des photographies. Dans L'autre fille, il y a deux photographies qui sont aussi insérées très concrètement. Et il y a un ouvrage un petit peu particulier d'Annie Ernaux qui s'appuie vraiment sur la photographie et qui porte le titre de l'usage de la photo. L'usage de la photo, c'est vraiment un iconotexte. C'est à la fois des images et du texte. Alors, vous allez voir le projet. Le projet, il est double. Il y a deux auteurs à cet ouvrage. Il y a Annie Ernaux d'un côté et puis Marc Marie, qui était son amant à l'époque. Et tous les deux se sont dit que ce serait... ils trouvaient que les vêtements dont ils se débarrassaient avant de faire l'amour, ça faisait comme des petits paysages. Et ils ont pris en photo ces vêtements, jetés un peu n'importe comment, des scènes, et ils ont écrit chacun de leur côté autour de ces photographies. Et ça a donné ce livre, qui est un livre donc à quatre mains, à deux voix, avec de multiples photos, qui vont aboutir à une sorte de récit détourné. Il y a deux récits, parce que, bon, évidemment, le déclencheur, c'est quelque chose qui est de l'ordre vraiment du rapport sexuel, qui est aussi important. Chez Annie Ernaux, il y a plusieurs œuvres, au moins deux, qui commencent de façon un peu crue par des histoires, des descriptions de sexe en érection. Bon, donc là, il y a aussi ce rapport au sexuel, mais très rapidement, finalement, c'est deux récits qui vont venir. Le récit d'une histoire amoureuse, la relation avec Marc Marie, cette passion entre les deux, et puis le récit d'une maladie, un cancer du sein, puisque à l'époque, Annie Ernaux est malade. Elle a un cancer du sein au pronostic assez moyen, mais bon, comme vous l'avez vu, l'histoire se termine plutôt bien. Puisqu'il y a rémission, mais c'est un moment où elle fait sa chimiothérapie, où elle perd ses cheveux, etc. Donc voilà, il y a tout ça. C'est à la fois, et c'est très classique, c'est la littérature, c'est Eros et Thanatos qui sont convoqués de façon très claire. Et puisque j'ai parlé donc, là de Thanatos, c'était aussi le deuil, la place, une femme, etc. Eros, c'est aussi important. Et je voudrais évoquer avec vous trois œuvres qui sont vraiment très nettement du côté de Eros, de l'amour, de la passion pour un autre,
de l'expérience charnelle et ce qu'elle dit, ce qu'elle engage de l'être. Donc c'est le cas dans l'usage de la photo, mais c'est également le cas dans Passion simple, qui est paru en 1992. C'est une sorte d'exploration clinique de la passion. Je vous ai mis en bas ce perdre parce que c'est le journal qui correspond à ce qui est vécu et condensé dans Passion simple. L'occupation qui paraît en 2002, où elle va écrire, alors non plus tant sur la passion que sur la jalousie engendrée par la passion qu'on peut avoir pour quelqu'un qui ne vous est pas exclusif. Et quand elle explore la jalousie, c'est pas tant sa jalousie qu'elle explore que la jalousie de manière générale. Et c'est aussi en ça que, homme ou femme, dans l'occupation, on peut trouver des résonances avec des sentiments qu'on a éprouvés. Et puis, troisième texte du côté de Eros, c'est le jeune homme, la passion qu'elle vit avec un homme qui a une trentaine d'années de moins qu'elle, et qui est condensé donc, dans ce tout petit livre qui est paru très récemment. Je ne sais pas s'il est déjà traduit en espagnol. Vous pouvez lire en français. Dans lequel aussi elle pose des questions sur les représentations qu'on peut avoir du couple. Parce que qu'est-ce que ça veut dire pour une femme d'être avec un homme qui a 30 ans de moins qu'elle? Autant on voit plus fréquemment, elle raconte que par exemple au restaurant, quand il y a un homme d'un certain âge qui vient avec une jeune femme qui a 30 ans de moins que lui, on ne les regarde pas particulièrement, on ne se pose pas de questions, ou si on s'en pose, on passe à autre chose. Alors que quand on voit une femme avec un homme qui a 30 ans de moins qu'elle, et qu'on comprend très bien que ce n'est pas son fils ou son neveu, eh ben, la société, c'est quand même pas si facile que ça, et ça pose un certain nombre de questions. Bon, c'est pas que ça, ce livre-là, c'est aussi une réflexion sociologique très importante, parce qu'elle retrouve dans ce jeune homme les habitus qui étaient les siens quand elle était jeune. Donc c'est aussi une question de rapport aux classes sociales. Et Annie Ernaux, ce qu'elle dit souvent, qu'on lui reproche, et c'est pour ça que parfois il y a une réception un peu compliquée de son œuvre, on lui reproche une double obscénité, je la cite, une obscénité sociale et une obscénité sexuelle. C'est-à-dire qu'elle va donner à voir ce qu'on n'a pas forcément envie de voir. Quand je dis on, ce que la société, pour aller vite, n'a pas forcément envie de voir, ou voilà, où ça pose problème. Et ce qu'on lui reproche, je pense que c'est surtout une de ses forces, et c'est ça qui fait que cette écriture, ces œuvres, sont des œuvres qui nous emportent. J'ai jusqu'à 11h à peu près ? Oui, tranquillement. D'accord. Alors, à la fin d'une femme, pas à la fin d'une femme, dans une femme, mais comme dans d'autres textes, il y a une dimension métadiscursive dans son œuvre. C'est-à-dire que je vous ai dit qu'elle avait des petits carnets dans lesquels elle interrogeait son écriture et ce qu'elle était en train de faire. Eh bien, les œuvres elles-mêmes portent la trace de ces interrogations-là. Et elle le fait dès le milieu des années 80. Aujourd'hui, dans la littérature française contemporaine, on retrouve beaucoup de ces réflexions, les auteurs qui s'interrogent sur ce qu'ils sont en train de faire, un petit peu en miroir de l'écriture. Quand elle commence à le faire dans les années 80, Annie Ernaux, c'est pas si fréquent que ça. C'est même au contraire plutôt novateur. Et il y a un autre auteur qui s'appelle Claude Roy et qui lui écrit à l'occasion de la sortie de Une place et qui lui dit tout ce qu'il pense du livre, du bien notamment, et qui lui dit « Je ne suis pas très sûr que les brefs passages sur la façon de raconter que vous avez choisi ne détonnent pas un peu. J'ai peur que ça fasse chichi intellectuel. » Donc, chichi, c'est vraiment un terme très familier pour dire que ça fait un peu tâche, c'est pas, ça fait un peu prétention intellectuelle, mais la façon dont il lui dit, c'est plutôt dévalorisant. Il se moque un petit peu d'elle. Alors que le livre est si dépouillé, rigoureux et beau. Donc c'est l'écriture plate, si dépouillé, rigoureux et beau. Et bien voilà, donc ça c'est quelque chose qui est très présent dans l'œuvre d'Annie Ernaux. Alors Annie Ernaux, et je ne le dis pas parce que mon université se situe à Cergy-Pontoise, mais elle est du Val d'Oise, elle est de Cergy. Je me suis dit que vous ne saviez peut-être pas forcément où se situait Cergy, qu'en revanche, vous saviez où se situait Paris. Donc, je vous ai mis la petite carte que j'ai piquée quelque part sur Internet, mais ça reste entre nous. Donc, Paris. Et vous voyez en haut à gauche, Cergy-Pontoise. Parce qu'en fait, Cergy et Pontoise sont deux villes différentes. On parle souvent de Cergy-Pontoise, de la ville nouvelle de Cergy-Pontoise. Donc, je vous ai mis quelques illustrations. Vous voyez, alors en haut, c'est la ville nouvelle, puis en bas, c'est la vieille ville.
C'est cette idée qu'on a eue en France, mais peut-être que ça a été le cas aussi en Espagne, ça, je ne sais pas. C'était de rééquilibrer le territoire en proposant de grandes agglomérations autour notamment de la région parisienne. Il y a plusieurs villes qui ont été plus ou moins construites autour de petits blocs anciens. Donc il y a le vieux village de Cergy, mais il y a surtout cette grande ville nouvelle qui va sortir de terre à la fin des années 70. C'est des questions administratives, un petit peu en quelque sorte, de Paris commençait à être très peuplé, très condensé, donc c'était de rééquilibrer, de faire d'autres pôles. Donc Cergy-Pontoise, c'est un de ces pôles qui sort de terre dans les années 70. Donc vous voyez un petit peu à quoi ça peut ressembler. Et évidemment, quand il y a eu le prix Nobel d'Annie Ernaux, on a rappelé, à de multiples occasions, que c'était un auteur de Cergy. Alors je vous ai pris évidemment ce qui va dans le sens de mon propos. Annie Ernaux et Cergy-Pontoise, une banlieue devenue objet littéraire, parce qu'il y a cette question de Paris et de la banlieue. Et Annie Ernaux, elle se sent très bien en banlieue. Pour elle, ce n'est pas du tout un déclassement, c'est une position de marge qui est finalement une position centrale. Elle aime être à Cergy, à une demi-heure de Paris, mais d'être dans la maison qui est pour elle la maison d'écriture. C'est une vieille maison. Et il y a un livre qui s'appelle Le vrai lieu. Et justement, son vrai lieu à elle, c'est sa maison de Cergy. C'est là. Et à un moment, elle dit Paris, je n'y entrerai jamais. Alors c'est drôle parce que aujourd'hui, comme ça, c'est vraiment la représentation même de l'écrivaine française, reconnue à travers le monde, mais elle n'est pas parisienne. Voilà. Il y a ce petit pas de côté qui est tout le temps présent dans l'œuvre d'Annie Ernaux. Alors, voilà, là c'est deux photos. Une photo là à droite, c'est Annie Ernaux chez elle, c'est dans son jardin. Elle a un grand jardin autour de sa maison. Et puis à gauche, alors c'est une installation. Si jamais vous venez à Cergy un jour, eh bien, il faudrait que vous alliez voir l'Axe majeur, qui est une sorte d'œuvre gigantesque à mi-chemin entre l'architecture et la sculpture, une sorte de percée qui part de Cergy et qui aboutit sur la Défense, donc le quartier des affaires qui est à l'ouest de Paris. C'est quelque chose d'assez monumental et quelque chose qui est très connu aussi pour Cergy-Pontoise, donc c'est pour ça que je voulais vous en parler. Donc Annie Ernaux, quand elle arrive à Cergy, au début, elle a un peu de mal. C'est une ville dans laquelle elle se sent un petit peu perdue. À ce moment-là, elle arrive d'Annecy, une petite ville au bord du lac, très jolie, très mignonne, dans laquelle elle n'a pas forcément été très heureuse. C'est ce qu'elle raconte dans La femme gelée. Mais son mari a une mutation en région parisienne, dans la ville de Cergy-Pontoise, et donc elle le suit. Elle va commencer à enseigner, puisque c'est une professeure, elle va enseigner à Pontoise, et puis faire sa vie familiale à Cergy. Et très vite, c'est une ville qui va lui plaire. Ça va lui plaire parce que c'est une ville finalement qui sort de terre, dans laquelle tout se construit et se reconstruit, et c'est également une ville du brassage des populations de France, mais également de l'étranger. Donc il y a quelque chose qui est de l'ordre d'un creuset, et ça c'est vraiment passionnant pour Annie Ernaux. Et puis, ce qui va l'intéresser en partie aussi, c'est la façon dont les espaces marchands, alors il n'y a pas que ça, ça j'en parle parce que ça m'intéresse aussi à titre personnel, les espaces marchands s'organisent à Cergy. Je vous ai mis une vieille photo des années 70, c'est le centre commercial des Trois Fontaines, dont elle parle souvent dans son œuvre, et je vous ai mis à côté une photographie de l'épicerie mercerie de ses parents, qui avaient un petit commerce donc, dans les années 50-60. Donc c'est pas très étonnant que la fille d'épicier s'intéresse aussi à la question de la distribution. Et le contraste, alors il est dans ces deux images, mais il est aussi le contraste dans le sens où elle vivait dans le café-épicerie de ses parents. Les clients, donc il y avait le café-épicerie d'un côté, la cuisine, avec l'escalier qui montait à l'étage où il y avait la vie familiale, et puis l'épicerie. Et les clients, pour passer du café à l'épicerie, ils ne ressortaient pas, ils passaient par la cuisine qui était le lieu intime. Donc en fait, les frontières entre l'intime et le public étaient un petit peu brouillées, et elle dit que c'est une vie qui était une vie exposée, une vie publique. Ce qui va être intéressant, c'est qu'une fois arrivée à Cergy, elle va faire l'expérience inverse. Elle va aller observer ce qui se passe dans les lieux marchands, mais également
dans les transports en commun, dans tout ce que, et la sociologie le dit mieux que moi, dans tout ce qu'on va appeler des non-lieux. Tous les lieux de transit, les gares, les supermarchés, les halls d'aéroports, les centres commerciaux, dans lesquels on dit qu'il n'y a pas de vie puisqu'on est de passage, on est en transit et qu'il n'y a rien qui se développe. Elle, son idée, c'est l'inverse. C'est de dire que ce n'est pas des non-lieux, c'est des vrais lieux et il s'y passe des choses. Et moi, j'ai envie d'aller voir ce qui se passe dans ces lieux. Et elle va publier ce qu'elle va appeler des ethnotextes. Trois ethnotextes, qui sont donc des textes qui étudient la façon dont les gens vivent, le peuple, Journal du dehors, La vie extérieure et Regarde les lumières, mon amour. Regarde les lumières, mon amour, c'est le dernier en date, qui est paru en 2014, et qui est une exploration d'un supermarché, Auchan en l'occurrence, dans les Trois-Fontaines, où elle va interroger un petit peu la façon dont le supermarché organise les choses, d'un point de vue économique, mais également d'un point de vue politique. J'y reviens dans une seconde. Voilà 4 citations que j'ai extraites et qui me semblent intéressantes. Les illustrations, voilà, c'est Annie Ernaux, centre commercial. Ça, c'était pour le côté un peu récréatif, mais je reviens sur les citations. Parce que ça a l'air comme ça... on a pu lui reprocher, on s'est moqué d'elle, d'écrire sur les transports en commun. On l'a appelée la Madone du RER. Vous voyez un petit peu toute cette façon ironique d'évoquer cela. La Madone du RER. Auparavant, les écrivains se promenaient dans Paris. Maintenant, ils poussent un caddie à Auchan. Bon, vous voyez, donc cette façon de dégrader un petit peu l'image de ce qu'elle fait. Alors même que elle va donner une justification à tout cela, et les voici les justifications. La première, c'est la sensation et la réflexion que suscitent les lieux ou les objets sont indépendantes de leur valeur culturelle, et l'hypermarché offre autant de sens et de vérité humaine que la salle de concert. Donc vraiment, le supermarché comme lieu d'observation. Le passage du temps, des changements du mode de vie, tout ça sont des choses qu'on peut également observer à l'intérieur de ces non-lieux, et notamment des centres commerçants. Alors, j'ai tronqué ma citation qui n'a plus trop de sens, la troisième. J'ai essayé de me rappeler toutes les paires de chaussures que j'ai achetées ici. C'est pas tant de se rappeler quelles chaussures elle avait avec boucle ou pas avec boucle, mais à quoi ça la renvoie, elle, dans son histoire personnelle et dans une histoire qui est plus vaste qu'elle, qui est l'histoire de l'époque dans laquelle elle vivait. Chaque disparition de magasin dans le centre commercial signifie la mort d'une partie de soi la plus désirante. Et là, on se retrouve encore du côté du désir. Et donc, elle dépasse ce côté vraiment très, très marchand pour interroger la valeur symbolique, la valeur politique, la valeur économique des choses. Donc, on est bien loin de cette histoire d'écrivain qui pousse un caddie ou de Madone du RER. Ça va être à la fois une exploration mémorielle de soi et une exploration politique du monde. La citation est un petit peu longue, la première que je vous ai mise, qui est extraite du Journal du dehors. Alors, comme on le voit sur la couverture un peu stylisée, c'est toutes les fois où elle prend les transports en commun, le RER en l'occurrence, pour aller à Paris. C'est donc au dehors. Et si vous venez à Cergy, vous verrez que c'est toute une aventure de prendre le RER pour aller à Cergy, parce que ça ne fonctionne pas toujours très bien. Donc il faut prendre de la marge. C'est donc au dehors, dans les passagers du métro ou du RER, les gens qui empruntent l'escalator des Galeries Lafayette, c'est un peu le Corte Inglés, et d'Auchan, qu'est déposée mon existence passée, dans des individus anonymes qui ne soupçonnent pas qu'ils détiennent une part de mon histoire, dans des visages, des corps que je ne revois jamais. Vous voyez, c'est pas comme chez Proust. La mémoire, elle n'est pas tant en soi que dans les autres. C'est en voyant quelqu'un d'autre, une façon de se tenir, une façon de parler, une façon de faire, que ça rappelle, ça évoque quelque chose du passé d'Annie Ernaux, et quelque chose qui finalement est partagé et qui ne lui est pas seulement propre à elle-même. Et c'est également une exploration politique du monde. Alors elle va dénoncer ce qui se passe, la force du contrôle de la grande distribution exerce sa violence, c'est la contrôle aussi bien les gardiens à l'entrée qui vont juger si oui ou non vous êtes susceptible d'avoir volé suivant des critères qui leur sont propres. Souvent j'ai été accablé par un sentiment d'impuissance et d'injustice en sortant de l'hypermarché. Elle pense à tout ce que les gens ne peuvent pas s'acheter, au fait qu'on va cliver aussi la société avec des rayonnages hard discount, et puis à côté mettre des choses beaucoup plus chères. Aussi tout l'aspect extrêmement genré
qu'on trouve au supermarché, qui est quelque chose qui l'interroge, ou encore la main-d'œuvre esclave, puisque pour payer à petit prix des vêtements ou certains produits dans les supermarchés, il faut bien que ce soit fait à petit prix. Et malheureusement, c'est souvent dans des pays où les gens vont être plus exploités. Elle va parler du Bangladesh, par exemple. Elle va parler également de la main-d'œuvre enfantine. Voilà. Donc vous voyez qu'il y a déjà quelque chose d'extrêmement politique. Aucun hasard, puisque l'œuvre d'Annie Ernaux, c'est une œuvre qui est une œuvre politique. J'écrivrai, excusez-moi, cette horrible faute de français qui m'arrive au bout d'une heure de discussion, j'écrirai pour venger ma race. Alors, ici, le terme race, il est à entendre, c'est une citation qui est empruntée à Rimbaud, il est à entendre dans un sens très large. Race, c'est ma classe sociale. Hein, c'est ça qu'elle met en avant. L'idée, c'est de venger. Alors, venger, ça fait un peu belliqueux et guerrier, mais c'est un petit peu quand même l'idée qui est présente. C'est de redonner sa place, pour le redire avec un terme qu'on a déjà employé, à ceux qui sont dominés, comme elle va le dire. Et ça, c'est une de ces phrases phares qu'elle cite très souvent, une phrase de Breton. Annie Ernaux, quand elle était, comme vous, elle étudiait la littérature française et elle s'intéressait beaucoup au surréalisme. Donc elle s'intéressait à André Breton, qui est une des grandes figures du surréalisme. Et il y a cette phrase-là qui l'a beaucoup marquée. « Transformer le monde », a dit Marx, « changer la vie », a dit Rimbaud. Ces deux mots d'ordre pour nous n'en font qu'un. Donc vous voyez qu'il y a une dimension politique très forte qui est présente depuis le début dans son œuvre. Il y a une référence qui est à la fois politique, Marx, et puis une référence qui est poétique avec Rimbaud. Elle a dit également, dans le livre d'entretien dont je vous ai parlé, « J'ai toujours senti qu'écrire était intervenir dans le monde ». Vous voyez, on est loin de cette figure de l'écrivain dans sa tour d'argent, dans sa tour d'ivoire, pardon, qui serait détaché du monde. C'est vraiment quelqu'un qui est ancré dans le monde. Et j'espère vous avoir montré jusque-là que c'était vraiment une écriture qui engageait du réel, qui se coltait, pour le dire de façon familière, avec le réel. L'écriture, quoi qu'on fasse, engage, véhiculant de manière très complexe une vision consentant ou non à l'ordre social, ou au contraire le dénonçant. Évidemment que Annie Ernaux est davantage du côté de la dénonciation que du côté du consentement à l'ordre social. Elle interroge justement tout ce qui va constituer la place politique, économique et sociologique du monde. Et elle le fait de deux façons, en fait. Et ce qui est résumé dans la 4e citation. Je ne confonds pas l'action politique de l'écriture, soumise à sa réception par le lecteur ou la lectrice, avec, et c'est le deuxième pôle, les prises de position que je me sens tenu de prendre par rapport aux événements, aux conflits et aux idées. Cet engagement politique d'Annie Ernaux, donc, vous l'aurez bien compris, il se joue à la fois dans l'écriture et dans une forme d'action publique. Action publique qui est de plus en plus présente et de plus en plus médiatisée, évidemment, depuis quelques années. Voilà, là je vous ai fait un petit collage. Par exemple, là, c'est une manifestation encore très récente avec Jean-Luc Mélenchon, qui est un homme politique d'extrême gauche avec lequel elle est très proche. Annie Ernaux a toujours été d'extrême gauche, elle s'en est jamais cachée. Pendant le confinement, elle avait écrit « Monsieur le Président », un texte pour évoquer... pour revenir sur la façon dont le président Macron avait parlé de la guerre contre le Covid, de cette façon de nous entraîner qui n'était pas forcément partagée par tout le monde, ou encore 1er mai, alerte à l'imposture. C'est une tribune qui s'adresse, qui est contre le président Sarkozy, qui faisait une sorte de distinction entre les vrais travailleurs et puis ceux qui ne seraient pas les vrais travailleurs. Donc évidemment que c'est quelque chose qui a énormément choqué Annie Ernaux. Donc ce qu'elle veut, et donc dans l'écrit, donc vous voyez, il y a ces deux pôles. Donc ce qu'elle veut, et c'est ce qu'elle a rappelé dans son discours du Nobel, je peux prendre encore 10 minutes ? Bien sûr. Pour inscrire ma voix de femme et de transfuge social dans ce qui se présente toujours comme un lieu d'émancipation de la littérature. Alors, il y a beaucoup de choses ici. Ma voix de femme, je vais y revenir dans un instant, parce que c'est important chez Annie Ernaux, ma voix de femme, et puis on va voir le rapport rapidement au féminisme, et de transfuge social. Bon, transfuge social, je pense que j'en ai déjà parlé de façon
assez développée. Je vais y revenir dans 2 secondes en évoquant Bourdieu. Et la littérature comme lieu d'émancipation, je pense que ça, c'est une interrogation dont on peut tous se saisir ici. Enfin, c'est certainement une chose à laquelle on croit, la littérature comme lieu d'émancipation. Et c'est peut-être aussi une chose que nous avons chacune expérimenté, hein, de trouver une sorte d'accompagnement, de libération de nos assignations, quelles qu'elles soient, par la littérature. Une jolie diapositive blanche. Et 2 figures très importantes. Alors Bourdieu, dont on parlait tout à l'heure, et puis en bas à droite, Simone de Beauvoir. C'est deux lectures qui sont fondamentales pour Annie Ernaux. Vous voyez, je vous disais, elle n'est pas tellement dans la lecture psychanalytique, elle est plutôt dans la lecture féministe avec Beauvoir et dans la lecture sociologique avec Bourdieu. Il m'est arrivé de comparer l'effet de ma première lecture de Bourdieu à celle du deuxième sexe de Simone de Beauvoir 15 ans auparavant. L'irruption d'une prise de conscience sans retour ici sur la condition des femmes, c'est Beauvoir, là sur la structure du monde social, c'est Bourdieu. Irruption douloureuse, mais suivie d'une joie, d'une force particulière, d'un sentiment de délivrance, de solitude brisée. Autrement dit, ce qu'elle dit ici, c'est que quand on nous donne les clés pour lire le monde, eh bien, non seulement on va davantage réussir à comprendre le monde, mais on va aussi réussir à y interroger sa place et peut-être à redéfinir sa place. Et elle, son interrogation, donc elle est double. Elle est du côté de la sociologie et du côté du féminisme. Donc, Bourdieu, ce qu'il lui donne, c'est les mécanismes cachés de la reproduction sociale, les rapports entre ce qu'elle va reprendre, hein, milieu dominé, milieu dominant. Et puis, chez Beauvoir, c'est la question de la condition féminine et la place qu'on peut accorder ou qu'on accorde aux femmes, et également la question de la construction autour de ce qui est propre au féminin ou de ce qui ne l'est pas. Et ça nous renvoie alors à une œuvre qui est une œuvre très importante d'Annie Ernaux, qui s'appelle L'événement. L'événement, c'est le texte que Annie Ernaux fait paraître au début des années 2000 sur l'avortement clandestin qu'elle subit au début des années 60, et qui se fait dans une France dans laquelle c'est passible de sanctions très lourdes, le fait d'avorter, et on va voir celle qu'on appelle une faiseuse d'ange pour avorter. Donc ce texte-là revient sur toute la souffrance, les discriminations, la façon dont on peut... à un moment dans le texte, elle dit ce que lui fait la faiseuse d'ange engendre de grands troubles dans son corps. Donc elle va perdre beaucoup de sang et elle va se retrouver auprès d'un médecin qui va dire, qui va parler d'elle comme si elle n'était pas là. Vous voyez, donc ce rapport à l'individu qui est extrêmement discriminant. Et puis en parlant comme une sorte de boucherie. Voilà. Parce qu'elle a fait des choix qui n'étaient pas, selon lui, les bons. Elle parlait déjà de cet avortement clandestin dans Les Armoires vides, hein, comme je l'ai dit au tout début de mon propos. Et puis il y a un très beau film qui est sorti récemment, d'Audrey Diwan, et qui a été primé, hein, et qui est très fidèle à cette œuvre. Et elles ont échangé d'ailleurs, la réalisatrice Audrey Diwan et Annie Ernaux, justement autour de la question de la justesse. Vous vous souvenez, je vous ai dit, il y a 2 choses qui sont importantes pour Annie Ernaux, c'est la justesse et la justice. L'événement, c'est vraiment une œuvre qui est à la fois autour de la question de la justesse et autour de la question de la justice. Mémoire de fille, qui est l'avant-dernière œuvre publiée, celle de 2018. Annie Ernaux, il revient sur sa première expérience sexuelle. Alors, vous avez vu que dans L'autre fille, elle dit tu à sa sœur. Dans Les années, elle dit on, nous. Dans Mémoire de fille, elle met encore en place un autre protocole d'écriture. Il va y avoir le elle, qui est la fille de 1958, elle jeune, et puis le je, qui est elle dans les années 2010. Et elle essaye de comprendre ce qui s'est passé pour cette jeune femme qu'elle était en 1958, qui n'avait pas encore lu Simone de Beauvoir, donc qui avait
une représentation des choses qui n'était pas encore peut-être aussi claire que la représentation qu'elle a évidemment en 2014. Et elle va essayer de comprendre ce qui s'est passé lors de cette expérience trouble, difficile. Vous voyez, jamais à cette époque ce qui s'est passé cette nuit-là n'aurait été appelé un viol. Ce qu'elle va interroger, c'est une question qui est extrêmement d'actualité aujourd'hui, qui est la question du consentement. Voilà. Consentir à ce qu'on va faire. Et c'est ce dont se sont saisis les courants de MeToo, hein, juste 1 an et demi après l'apparition de Mémoire de fille. MeToo, ça va vraiment prendre son envol vers 2018. Mémoire de fille, c'est 2016. Vous voyez, petite citation. MeToo était une merveilleuse surprise. Je suis extrêmement contente que 5 ans après, ça continue. C'est tout récent. Que ça prenne toutes sortes de formes. Et ce n'est pas terminé, même s'il y a toujours des résistances. Et Mémoire de fille, en fait, finalement, c'était dans l'air du temps, avant même d'être dans l'air du temps des questions sociales. Alors, le positionnement féministe d'Annie Ernaux, toutes les jeunes femmes aujourd'hui de votre génération en France considèrent souvent Annie Ernaux comme, un petit peu comme Annie Ernaux pouvait considérer Simone de Beauvoir. Sauf que le féminisme d'Annie Ernaux, alors il n'a pas toujours été aussi évident, il a toujours été très présent, mais peut-être moins médiatisé. Il était en creux dans l'œuvre. Maintenant, il s'exprime, et aussi par les choix d'écriture qui ont été faits de façon beaucoup plus claire. C'est un féminisme qui s'inscrit dans une certaine forme d'intersectionnalité. Parce que la lutte féministe et la lutte sociale vont de pair pour Annie Ernaux. Hein. Finalement, si on parle de la domination masculine, eh bien, elle n'est pas vécue de la même façon selon la classe sociale à laquelle on appartient. C'est l'hypothèse qu'elle formule et c'est ce dans quoi elle s'inscrit, ou si on est racisé ou non. Voilà. Donc, vous voyez que c'est une conscience et une représentation de la lutte féministe qui est articulée aussi avec du politique et du social. Pour autant, alors peut-être que c'est une question qu'on se pose moins aujourd'hui, mais elle ne pense pas qu'elle a une écriture féminine, parce que ce serait aller vers un féminisme qui n'est pas le sien, qui serait un féminisme essentialiste de ce qui constitue la femme, et qui aurait une sorte d'essence. C'est pas du tout son propos. Donc j'ai même renvoyé avec une certaine dureté ceux qui me parlaient d'écriture féminine. Voilà sa réponse. Je n'ai jamais pensé, voilà, je suis une femme qui écrit. Je suis quelqu'un qui écrit, quelqu'un qui a une histoire de femme. Donc on est en tangence avec le féminin, mais on n'écrit pas depuis le féminin. Et c'est peut-être aussi pour ça que ce non-réductionnisme permet d'engager de nous engager tous finalement, quel que soit notre genre ou nos identités. Donc finalement, ce qu'elle véhicule, c'est tout à la fois sa singularité, mais toujours dans le collectif et dans l'universel. Alors, en guise de conclusion, parce que vous devez peut-être en avoir un petit peu marre au bout d'une heure, en guise de conclusion, il y a un film qui est sorti récemment, je ne sais pas s'il est déjà sorti ici, mais il va sortir vraisemblablement, que Annie Ernaux a fait avec son fils, enfin c'est son fils, hein, David Ernaux-Briot, que vous voyez sur la photographie à gauche, qui est constitué des films Super 8 de l'enfance. Un jour, les enfants, donc les petits-enfants d'Annie Ernaux, sont allés voir leur père. Annie Ernaux, elle a 2 fils, dont Eric et David, donc David que vous voyez ici. Et ils sont allés voir en voulant en savoir plus, finalement, sur l'histoire familiale. Et ils se sont souvenus que le père filmait beaucoup à l'époque. Il était à la pointe de la technologie, puis voilà, avec les petites caméras Super 8, ensuite les caméscopes VHS. Et donc David Ernaux-Briot a fait un gros travail de montage. Il a réussi à condenser, à couper, à réorganiser. Et donc il propose un parcours d'une dizaine d'années avec des films familiaux. Et il y a un très joli texte d'Annie Ernaux qu'elle lit en même temps qu'on voit se défiler les images. Donc vous voyez, c'est
Voilà, on est en plein dedans, là, c'est le lac d'Annecy dont je vous parlais tout à l'heure. C'est donc les années 70, avec les deux petits garçons. Et cette femme qui écrit, mais qui a encore du mal à avoir du temps pour l'écriture, qui est toujours dans cette sorte de tension par rapport à ses origines sociales, et puis dont le couple commence à aller mal, hein, puisqu'elle va se séparer de son mari quelques années après. Mais voilà, ça revient sur tout cela, et c'est une autre façon d'interroger le monde, parce que ce que fait Annie Ernaux, c'est interroger son monde, mais son monde, c'est notre monde, et on confine toujours avec Annie Ernaux, il me semble, à la fois à l'intensité de l'expérience singulière, mais aussi au partage de l'expérience collective et universelle. Voilà, et je pense que je vais m'arrêter là. Merci beaucoup. Bon, merci beaucoup Pierre Lufort pour cette merveilleuse et travailleuse conférence. Donc, je crois qu'on a une vingtaine de minutes pour poser des questions. Je crois que le plus pratique, c'est qu'on pose toutes les questions et après vous répondez. Eh ben, comme vous voulez. Donc je vais prendre des notes. Oui. Et puis une fois que, disons que les réponses seront fournies, eh bien pour terminer, pour clôturer, un de nos étudiants a choisi un texte d'Annie Ernaux qui porte sur le regard, et je pense qu'il est très significatif, et je pense qu'on terminera sur cette lecture, donc dans la voix de notre étudiant, mais voilà, les paroles d'Annie Ernaux. Donc à vous la parole, si vous avez des questions. Oui, Hank. Merci, monsieur le professeur, pour la conférence. Alors, c'est une question qui rejoint un peu ma propre recherche, et aussi le travail qui doit faire mes élèves, mes étudiants d'études littéraires. Est-ce que vous pourriez nous parler de le rapport entre Annie Ernaux et mai 68? Oui, alors Annie Ernaux, mai 68, on va trouver des traces de l'effervescence autour de mai 68 dans les années. C'est dans les années qu'on trouve cela. Donc elle le présente, donc je vous parle à partir des textes, hein. Elle le présente à la fois comme une sorte d'effervescence majeure. Politiquement, c'est quelque chose qui intéresse beaucoup Annie Ernaux. À ce moment-là, elle est quand même prise elle-même dans toutes ses activités, aussi bien familiales que professorales. Donc de mémoire, il me semble que dans les années, on va trouver des éléments qui interrogent la portée politique de 68, qui est un événement majeur pour elle. D'autant plus qu'elle est d'une famille dans laquelle on était du côté de De Gaulle. Mais comme en France, il y a beaucoup de gaullistes, de gauche et de droite, finalement, même si l'héritage se revendique plutôt à droite. Donc c'est un tournant extrêmement important, puisque ça va remettre en cause tous les fondements de la société, et ça va résonner énormément avec elle-même, ce qu'elle interroge justement sur les fondements de la société, sur la place, sur les représentations, et sur ce qu'on peut s'autoriser ou non, puisque 68, c'est la question de l'autorisation finalement qui se met en place. Et puis évidemment, ça résonne beaucoup avec son expérience, parce que c'est la question du politique. Néanmoins, de mémoire, encore une fois, il me semble que la saisie même de 68 n'est pas aussi intense qu'elle le souhaiterait en raison de sa situation personnelle à l'époque. Voilà. Je vous en prie. Il y a plusieurs références, hein, dans les années où elle va jongler justement entre les différentes vues, à la fois la vue globale et puis la vue plus subjective qui va être la sienne par rapport à ce qu'on a longtemps appelé les événements de mai 68. D'autres questions? Est-ce qu'on peut considérer la façon d'écriture d'Annie Ernaux comme quelque chose d'innovateur de sa façon d'écrire? Alors, oui. Je pense que oui, sans contexte. Alors, si je vais contextualiser, mais je vais dire sans contexte initialement. Pour deux raisons.
La première raison, c'est celle que j'ai développée tout à l'heure autour de la question de l'écriture plate. C'est vraiment quelque chose qui va faire sens au milieu des années 80. Elle engage vraiment une rupture très importante au point de vue esthétique, tout à la fois par rapport à sa propre pratique d'écriture, mais même par rapport à une pratique contemporaine, donc du contemporain de l'époque. Et la deuxième... alors, cette écriture, elle évolue, hein, elle n'est pas figée dans le temps. Effectivement, l'écriture de la place, c'est plus tout à fait l'écriture qu'on va retrouver dans Mémoire de fille en 2018, mais il y a toujours cette volonté de mettre les métaphores à mal, d'avoir des phrases nominales, beaucoup. Elle joue aussi, elle met des notes en bas de page, parfois elle va jouer sur les italiques, elle va jouer sur les capitales dans le sein du même texte. Elle le fait moins dans les dernières œuvres, mais elle l'a beaucoup fait pendant un certain temps. Donc voilà, il y a tous ces jeux sur la typographie, la fragmentation, j'en ai pas parlé, mais le fait d'écrire beaucoup par fragments. Alors aujourd'hui, évidemment, c'est quelque chose qui nous semble aller de soi dans la littérature contemporaine, mais Annie Ernaux aussi est assez précurseur dans le fait de jouer beaucoup sur le blanc du texte, hein, comme on a pu le dire dans les années 70-80, elle est vraiment là-dedans. Et puis le deuxième élément pour vous répondre, me semble-t-il, c'est cette innovation formelle perpétuelle. Parce que il me semble que Annie Ernaux se renouvelle formellement à chaque fois. À chaque fois, il y a quelque chose de nouveau dans l'écriture. Et au point de vue formel, c'est donc tout ce jeu, par exemple, qu'elle va faire sur les pronoms dans Les Années ou encore dans Mémoire de fille. Voilà, à chaque fois, il y a quelque chose de nouveau. Pourquoi ? Parce que chaque projet d'écriture engendre quasiment une écriture différente. Alors, ça ne veut pas dire que, par exemple, il n'y a pas de similarité entre La Place, Une femme et La Honte, qui sont des œuvres alors pas tout à fait contemporaines. Il y a quand même une dizaine d'années entre la première et la dernière, et on retrouve ce même rapport au prisme sociologique. Mais à chaque fois, vous voyez, il y a une innovation qui va se faire. Par exemple, Mémoire de fille. Donc il y a ce jeu entre le jeu de 2014, ces jeux moins, et puis l'interrogation de cette jeune femme qu'elle a été en 58, 59, 60, qui est le elle. Et parce que le elle, c'est une manière de la mettre à distance, parce que finalement, elle se dit que ce dont elle a comme manière de la saisir, c'est juste quelques traces matérielles dans des agendas, et finalement, c'est une autre personne. Elle a la mémoire de cette personne, mais elle n'est plus cette personne. Voilà, tout ça, c'est ce qu'elle va dire. Et puis, par exemple, dans cette œuvre-là, elle va faire beaucoup intervenir Simone de Beauvoir. Donc oui, il y a tout le temps une évolution formelle et méta-réflexive qui anime chaque nouvelle publication d'Annie Ernaux. D'autres questions encore ? Moi, j'ai une question. Oui. Alors, Oui, ça. Alors moi je me posais la question, est-ce qu'il y a des héritières en fait actuellement, est-ce qu'il y a des écrivains françaises qui sont influencés par l'écriture, par le style d'Annie Ernaux et oui, commençons par là. d'accord. Alors, c'est intéressant parce que ça, c'est une question qu'on pose souvent à Annie Ernaux. La question de l'héritage ou de la filiation. Et qui est une question à laquelle elle répond toujours de façon un petit peu biaisée en disant demandez-leur à eux ou à elle. Souvent, on lui parle par exemple d'Édouard Louis. On a beaucoup parlé d'Édouard Louis en termes de filiation avec Annie Ernaux. C'est le premier qui me vient en tête. Un homme où l'auteur qui a eu le prix Goncourt il y a quelques années, dont le nom m'échappe, Mathieu, ça va me revenir après, j'ai toujours l'esprit d'escalier quand c'est le moment des questions, mais c'est plus des gens qui vont se revendiquer d'une certaine écriture ou d'un certain ancrage, mais plus sociologique en fait qu'autre chose. Voilà. À mon sens, à moi personnel, je ne vois pas réellement d'héritiers ou d'héritières qui soient... il y a un tel côté unique dans ce que fait Annie Ernaux que je ne vois pas, mais peut-être que vous pensez à des auteurs vous-même. Moi je pensais à personne. D'accord. Et
voilà, je vois pas à l'heure actuelle d'œuvre dont on pourrait se dire, ah tiens, on est dans cette filiation, dans cet héritage. Parce que la singularité est plus forte que cet ancrage. Même si, je sais pas, voilà, Camille Kouchner, elle va parler, on va se situer dans cet ancrage du féminisme, du post-MeToo, etc., de la question. Mais voilà, on n'est pas dans l'affiliation pour moi. Et vous aviez une deuxième question, si vous avez dit un premier temps, non? Okay. Ah bah merci beaucoup. Oui, j'avais une question sur les rapports. Oui, c'est Nicolas Mathieu. Merci. C'était Nicolas Mathieu, l'auteur. Merci beaucoup d'avoir retrouvé. Je disais Mathieu, j'ai juste dit son nom de famille, c'est Nicolas Mathieu. Voilà, les rapports entre la sociologie et la littérature, je crois que ça, c'est un aspect assez spécifique de la vie intellectuelle française qu'on ne trouve pas ailleurs. Et il est difficile de trouver un écrivain espagnol, sauf Belengo Pegui, qui a des rapports si étroits avec les sciences sociales. Mm-hmm. Donc voilà, du point de vue de la comparaison, c'est une chose peut-être hexagonale et très liée aussi à la présence assez forte de l'école de Bourdieu. Bien sûr. Et un peu, c'est sur ça que je voudrais vous demander si la disparition du marxisme dans le monde universitaire, qui me semble qu'a été beaucoup plus fort en France que par exemple en Espagne. Donc voilà, nous avons plusieurs écrivains qui font des travaux similaires aux travaux d'Annie Ernaux, mais la référence reste encore le marxisme, une chose qui n'est pas très commune en France, si je ne me trompe pas. Non, je pense que vous avez raison. Donc il y avait deux choses dans ce que vous disiez. C'était la première chose, c'était le rapport entre littérature et sciences sociales, sociologie. Donc c'est quelque chose qui est très fort chez Annie Ernaux, mais qu'on va retrouver aussi, par exemple, chez Didier Ribon. Alors aussi en raison de sa formation, hein, mais il y a cette sorte de communauté autour du questionnement des origines sociales via la littérature. On en parlait hier avec Lina, mais Annie Ernaux a écrit un livre qui s'appelle Retour à Yvetot. Didier, voilà, elle revient en Normandie, là où elle a vécu et là où d'où est partie finalement son expérience de transfuge de classe. C'est un terme qu'on emploie beaucoup aussi, qui est lié aux sciences sociales. Didier Ribon va faire la même chose, et puis Édouard Louis, dont je parlais aussi. Alors même s'il y a beaucoup de dissemblances aussi, hein, il n'y a pas que des ressemblances, et puis les relations sont un petit peu plus complexes qu'elle n'y passe. Didier Ribon, dans ses ouvrages, va citer Annie Ernaux. Alors là, peut-être qu'on est effectivement, vous voyez, je vous avais dit que j'avais un peu l'esprit d'escalier parfois, il y a quelque chose aussi, c'est pas du tout de l'affiliation, mais la reconnaissance de quelque chose qui a été fait auparavant. On ne parlera pas de filiation, mais il y a des échos, en tout cas. Voilà. Comme chez Nicolas Mathieu, d'une autre façon. La question de la dépolitisation, et notamment du disparition, de l'atténuation de la présence du marxisme, je pense qu'effectivement, elle est très entérinée. Vous savez qu'en France, les différentes universités ont des orientations... alors pas affichées, mais on finit par savoir quelles sont les universités qui sont un peu plus à droite, d'autres qui sont un peu plus à gauche. On va parler d'universités plus conservatistes et d'universités plus progressistes. Ça me fait penser, moi l'université où j'ai fait mes études quand j'étais jeune, qui était l'université de Jussieu, Paris 7, c'était une université qui avait été construite, qui était une scission de la Sorbonne, pour parler d'une institution peut-être plus conservatrice, même si quand même les choses ont beaucoup changé au cours des années, mais pendant longtemps... J'ouvre un tiroir, mais la question de la littérature contemporaine, elle est aussi politique, d'une certaine façon. Elle n'est pas marxiste, mais elle est politique. La littérature contemporaine, elle n'est pas rentrée aussi vite dans toutes les universités. Elle n'a pas fait son apparition à la même vitesse. Il y a des universités qui ont été précurseurs d'une certaine façon par rapport à ça. Donc je reviens à ce que je disais. Je sais que donc, cette université dans laquelle moi j'ai fait mes études, elle était née d'une scission dans les années 70 à partir de la Sorbonne, la grande université française et parisienne, et elle était structurée autour de 3 pôles.
en tout cas dans l'esprit de ces... C'était le marxisme, la psychanalyse et la linguistique. Et je crois qu'on est vraiment dans ce courant qui animait l'université, en tout cas toutes les forces un petit peu progressistes de l'université à l'époque, qui était donc cette dimension politique et les sciences humaines, la linguistique, c'est tout l'héritage du structuralisme et puis le post-structuralisme, et puis la psychanalyse qui était aussi un des nouveaux outils qu'on utilisait. Ça me fait penser aussi, ça c'est des choses que vous connaissez aussi bien que moi, Vincennes, toute l'expérience de Vincennes qui était aussi en réaction et en opposition, et puis voilà, qui s'est transformé avec le temps. Mais c'est vrai qu'aujourd'hui, en 2023, voilà, les courants ne sont plus, les forces ne sont plus les mêmes en présence. Voilà. Merci. Je ne sais pas s'il y avait une dernière question. Oui. Moi, j'avais des questions. La première, c'est par rapport à la singularité qui était évoquée avant. Si vous savez si Ariano a eu des discussions ou des problèmes avec Gallimard, qui est une grande maison d'édition, notamment par rapport aux premières pages, et aussi si vous savez si Ariano a dit quelque chose par rapport à la longueur, parce que d'après ce que je vois, il n'a pas un bon roman de 400 pages, ce qui est un peu plus, ce qui est aussi singulier. Je suis désolé, j'ai pas entendu par rapport à quelle maison d'édition. J'ai entendu Gallimard, la deuxième je partie. crois. Gallimard. Gallimard, s'il y a une discussion, je sais pas, par rapport au premier ouvrage, plus à Des discussions à quel niveau, je sais pas, niveau. Des obstacles peut-être. Si vous l'écoutez que là, si la définition pouvait être une chose assez nouvelle pour l'époque. Alors, Annie Ernaux, moi, je réponds à vos deux questions. Annie Ernaux, son premier roman n'a pas été publié. Elle l'avait envoyé à différentes maisons d'édition, puis il n'a pas été accepté. Et elle ne s'est pas démontée pour autant, et elle a continué son projet, ce qu'elle avait envie de faire. Et donc les Armoires vides, le premier qui a été accepté par Gallimard, avait été également accepté par d'autres maisons d'édition. Et elle a choisi Gallimard. Alors là, ça la faisait rentrer de plein pied dans la grande institution française de la littérature. En plus, il y a différentes collections chez Gallimard, mais là, c'est la collection blanche. C'est vraiment voilà, la grande édition française. Et elle a toujours été très bien accueillie par ses différents éditeurs chez Gallimard. Pendant un temps, c'était Pascal Quignard, que vous connaissez peut-être aussi, qui était son éditeur. Donc voilà, elle lui présentait ses œuvres, et parfois avec un petit peu d'appréhension aussi, parce que c'était audacieux ce qu'elle proposait. Par exemple, quand elle va le voir pour lui proposer Passion simple, mais Gallimard publie. Gallimard a très rapidement, dès les début des années 2000, aussi proposé dans diverses collections des ouvrages qu'on dit parascolaires, donc de manière à accompagner la lecture auprès des jeunes publics dans les collèges et dans les lycées. Donc c'est un éditeur qui a toujours épaulé beaucoup Annie Ernaux, et chez qui elle s'est toujours sentie très bien, je crois. Puis c'est un éditeur, je pense, qui ne regrette pas aujourd'hui son choix de l'époque. Et j'ai perdu le fil du deuxième élément que vous me posiez. C'était par rapport à la longueur. Ah oui. Alors c'est vrai que les œuvres d'Annie Ernaux sont des œuvres plutôt courtes, alors pas toutes. Les années, c'est quand même... ça fait bien 250 pages. Ensuite, le jeune homme, c'est très très court. Donc les mémoires de filles, ça fait 200 pages aussi. C'est quelqu'un qui, visiblement, s'épanouit davantage sur une forme courte, plus que sur la longueur. Je pense que ça tient aussi à sa manière d'écrire, le côté extrêmement ciselé de tout ce qu'elle fait, l'intensité qu'elle donne à chacune de ses phrases. Mais c'est vrai qu'il n'y a pas... Alors, c'est pas parce que c'est court qu'il n'y a pas d'ampleur. C'est une œuvre qui a une très grande ampleur. Mais c'est vrai que parfois, l'intensité de ces récits est inversement proportionnelle à leur longueur. Voilà. Mais je vous en prie. En tout cas, cher Pierre, lui, un grand merci, parce que toutes ces approches nous engagent à lire autrement, je crois, Annie Ernaux. Et ça a été très intéressant, et on vous en remercie sincèrement. Merci encore pour cette invitation. Moi, je suis ravi d'être ici chez vous, et puis ravi de pouvoir partager
un temps autour d'une autrice que j'aime beaucoup et dont le travail m'a toujours passionné. Et je suis content quand je vois des échos un petit peu partout, comme c'est le cas en ce moment. Donc merci encore pour cette invitation. Merci à vous. Et puis nous allons terminer. Ben oui, d'abord, on vient d'applaudir. Nous allons terminer par la lecture, donc un petit peu la voix de... vous pourriez vous approcher, oui. La lecture du texte d'Annie Ernaux qui a été choisie donc par nos étudiants. Bon, d'abord, je voudrais remercier à tous ceux qui ont fait possible cette conférence. Je voudrais remercier au professeur pour son exposition. Et toujours gratifiant d'approfondir sur la culture française. Et bon, je voudrais aussi remercier Fanny. Elle n'est pas là parce que bon, elle est malade. Et elle a été qui a choisi le texte que je vais lire. C'est un texte qui appartient au livre Les années, publié en 2008, et par édition Gallimard. Ce livre a été traduit à l'espagnol par Lidia Vázquez Jiménez, catedrática de Filología Francesa de la Universidad del País Vasco. Et bon, ce livre a remporté des prix comme les prix Marguerite Duras, les prix François Mauriac, Région Aquitaine, et le Premio de la Lengua Francesa et le Premio Strega. Bon. Mardi 22 octobre, j'ai arrêté mon journal. Comme chaque fois que je cesse de consigner le présent, j'ai l'impression de me retirer du mouvement du monde, de renoncer non seulement à dire mon époque, mais à la voir. Parce que voir pour écrire, c'est voir autrement. C'est distinguer des objets, des individus, des mécanismes et leur conférer valeur d'existence. Merci de nous. Merci à toi, Miguel Ángel. Merci à tous donc d'être venus. J'espère que cela vous a intéressé. Je crois que oui. Et puis nous allons peut-être descendre à la cafétéria au cas où quelqu'un voudrait s'approcher, peut-être avoir une petite conversation, si vous le voulez bien. Et puis voilà. Et un grand merci encore merci à notre faculté et à notre cher Pierre Louis. Voilà, merci à tous d'avoir venu. Je vous rappelle qu'on continue notre programmation culturelle en 2 semaines. On a le 28 mars une passionnante table ronde autour des théories et pratiques de l'autre sentimentalité. On va rejoindre aussi les questions de l'engagement politique et l'écriture. Bon, merci beaucoup Pierre-Louis Faure, merci beaucoup Lina Bendaño, et merci beaucoup à tous. Merci. Voy a llamar a Jesús para que venga a cerrar el programa. El programa, ¿no? Sí. Pues muchas gracias. Le dan las gracias a la decana, que yo sé que ha sido un esfuerzo también por vuestra parte económico importante. Nada, mujer, pero ha quedado todo muy bonito, ¿no? Sí, yo creo que sí, ha sido interesante. Pues yo sabía que este hombre, como la ha conocido y tiene realmente amistad con ella. Una conferencia estupenda. Sí, sí. Bueno, pues muchas gracias. De nada, Lina. Ya nos queda nada más que terminar el A montaje. ver si lo pueden hacer Merci, pronto. et merci pour votre question. Il faudrait aller relire parce que j'ai plus trop en tête. Mais il y a quelques éléments. Mais il me semble qu'il y avait cette distance-là qui faisait qu'elle était, elle pouvait pas être à fond. Il y a quelques années, en fait. Oui, c'est que ça parle de parce que j'avais écrit justement une thèse doctorale sur la représentation de Messanville à Paris. Ah, ok. À partir de la littérature française, espagnole, etc. Le travail de littérature comparée. D'accord. Voilà, mais j'ai pas travaillé les années justement parce que je me suis arrêté à la fin du 21e siècle. Du 21e, d'accord. Parce que voilà, il y avait Ouais, à un moment, il faut. Voilà. Bon, cela dit, il n'y avait pas énormément d'éléments, donc je pense que c'est sans regret. Voilà. Merci à vous. Pierre-Louis.
Merci beaucoup. Bah, merci beaucoup et puis merci. Bah, tout pareil. Et chez toi ici. Ah bah, c'est gentil. Voilà. J'espère qu'à bientôt. Eh ben, tout pareil, de même. Bonne journée. Le aquí el technicien. Jesús, mira, hemos acabado en el aula García Lorca. Venga, muchas gracias. Hasta ahora. On va récupérer notre papier. C'était très intéressant, Pierre. C'est vrai, J'ai merci. découvert un monde parce que J'ai quand pas parlé j'ai trop lu- vite. Non, nos étudiants arrivent à bien suivre. Du coup, j'ai laissé tomber. Dès d'un moment, j'ai laissé tomber ce que j'avais écrit parce que sinon, ça allait être trop long. Oui, mais c'est... Bah, c'est très gentil. Bah, allez-y. Ouais. J'ai pas l'impression que le lieu naturel, hein, c'est ça? Non, parce que ce qui va l'intéresser, je pense à ce que vous me disiez en termes de paysage, mais ça va être le paysage de la ville nouvelle. Paysage naturel. Ouais, voilà, ça oui. Le bocage normand, non. Peut-être dans Mémoire de fille, il y aurait peut-être. Alors, non, il y a des références à la géographie. Non, parce que elle va parler. Si elle va parler par exemple des cabinets dans la cour. Non, je pense que c'est surtout vraiment le paysage de la ville nouvelle. Et pas tellement le paysage naturel. Non, je pense qu'il va y avoir quelques références ici et là, mais c'est vraiment très marginal, je pense. Ah bah, je vous en prie, mais ça ne vous aide pas beaucoup surtout. Non, merci d'être là. Ah bah non, tant mieux. J'étais content de le faire et puis. Voilà. Merci d'être venu. Maria José, qué alegría. Merci à toi. Bien sûr, c'est à vous. Je suis la collègue de Loreto. Vous avez entendu parler de moi à Paris. Tellement on est célèbre. Ah, mais ça, oui. C'est la question, c'est d'avoir de bons amis. Donc, voilà. Oui, non, voilà, j'ai entendu parler de vous il y a 10 jours. Oui, elle me l'a dit, elle dit, on m'a reçu. Ah, mais c'est très gentil, merci. Oui, alors pour faire quelque chose un peu synthétique, pour partir très difficile, rentrer un peu dans les détails. Mais... Pour le jeune public. Oui, alors. Bah, je me suis. Voilà, qu'il y ait différents fils. Pour rentrer. Ensuite, faut que je revienne quelque fois. J'aurais bien écouté 4 heures, pas de problème. Ah ouais, je me suis dit, bon, ça fait déjà plus d'une heure et les étudiants doivent un peu statuer. Non, très bien suivi, je pense. Oui, je je voyais. voyais. Ça a été très intéressant. Et puis, ça va être posté sur la page de notre département. Je le dirai à Loreto. Violetta me l'avait dit, mais je me suis dit, bon, j'ai l'occasion d'y aller. Bien sûr, c'est autre chose. La technologie, on ne sait jamais. Et puis en direct, c'est toujours plus sympa. Merci beaucoup. Merci à toi. Et j'espère vous revoir bientôt. Bah, tout pareil, merci beaucoup. Mais je vais y aller parce que je me suis fait enregistrer.
Ay, madre mía, que otra valiente, otra valiente. Por eso te digo, otra valiente. Pues nada. Todavía no se ha abierto la carne. Très chaud, ouvert, très très bien. Tu sais ici, c'est quand il y a la chauffeur, ça se Menudo valor tenéis, pero bueno, hace falta gente valiente. Si no, si no fuera Si je pouvais garder ma a mí veste que me pour dirijan, garder le côté professoral. Imagínense matando en... Ya está, ¿no? Sí. ¿Cómo somos?